Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais continuer à parler d'un épisode de mon passé, parce que d'un épisode plutôt lumineux de mon passé, enfin beaucoup d'épisodes de mon passé étaient plutôt lumineux, et comme en ce moment nous traversons une période plutôt sombre, il me semble, nous sommes en 19 janvier 2022, et curieusement, ici c'est la saison sèche, normalement la saison où il fait un temps très beau, le ciel bleu, du soleil, et depuis une semaine on a un temps plutôt couvert. Il y a 2 ou 3 jours, il y a même eu une averse, c'est très rare qu'il pleuve pendant la saison sèche. Et alors hier soir, il y a eu un gros orage, et il y a plu toute la nuit, et ce matin quand je me suis réveillé vers 7h15, il faisait tellement sombre que j'ai dû allumer la lumière. Alors je me suis dit, on dirait vraiment que les forces de l'ombre, là, sont en train de mettre une chape de plomb sur cette planète. Bon, un moment plus tard, il y a un rayon de soleil qui est venu, mais là, de nouveau, c'est plutôt couvert, enfin, le temps n'est pas génial, mais même si on sent que ça va changer. Peut-être dans le monde aussi, il me semble que les choses sont en train de bouger et donc la situation va peut-être un peu s'éclaircir et un peu s'illuminer. Alors d'ailleurs aujourd'hui je voulais aller filmer cette vidéo dehors, mais vu le temps, je la fais toujours à l'intérieur. Donc la chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, à la suite des lieux de vie dont j'ai parlé, c'est l'année 1988, qui pour moi a été une année de grande transition. Et donc à cette époque-là, j'écrivais déjà depuis 4 ans mon journal, que j'ai commencé au début de mon séjour à Tahiti en 1984. Et donc toute cette année 88, j'ai écrit pratiquement tous les jours, et j'ai en fait après publié un livre sur cette année. Ce livre-là, je vais vous montrer, ce livre-là, Le Jardin de la Libération. Alors, pourquoi ce titre du Jardin de la Libération? Parce que c'est la traduction littérale de Suan Mokkh, qui est le nom d'un monastère bouddhique de Thaïlande dans lequel j'ai séjourné justement pendant cette année 1988. Donc le Jardin de la Libération, le jardin parce que c'est un monastère qui est dans la forêt, et puis donc certaines parties ressemblent à un jardin, et la libération, donc ça signifie l'éveil ou l'illumination pour les bouddhistes. Donc c'est un jardin dans lequel on peut atteindre l'éveil ou la libération. Alors, donc pour commencer, en fait cette année 1988, elle commence déjà en décembre 1987. C'est une période où j'étais depuis 4 ans à Tahiti et je commençais à me dire que je devrais peut-être déménager et quitter Tahiti, mais j'étais encore pas très sûr. J'avais fait déjà 1 ou 2 voyages en Asie et j'avais été très attiré par l'Asie, notamment par la Thaïlande. En plus, c'est une époque où je commençais à pratiquer beaucoup la spiritualité, en particulier le yoga et le bouddhisme zen. Et je lisais aussi beaucoup sur la spiritualité, et j'avais lu notamment un livre sur les monastères de méditation de la Thaïlande et de la Birmanie, et il y avait un monastère dont il parlait dans ce livre qui m'avait beaucoup attiré, c'était justement de Wat Suan Mokkh, dans le sud de la Thaïlande. Donc je m'étais dit, bon maintenant je vais aller en Thaïlande et je vais aller visiter ce monastère pour voir exactement comment c'est. Alors donc quand je suis arrivé en Thaïlande en décembre 87, j'étais à Bangkok, j'ai loué une Jeep que je devais aller rendre à Phuket, qui est une île donc dans le sud de la Thaïlande, et donc je pouvais faire tout ce trajet en voiture, et c'est donc sur cette route que se situe le monastère de Suan Mokkh. Donc je suis descendu tranquillement, et quand je suis arrivé au monastère de Suan Mokkh,
donc j'ai garé ma voiture dans l'entrée du monastère. C'est très émouvant là ce que je dis. Quand j'ai ouvert la porte de la voiture, il y avait un vénérable moine qui était devant moi. Et il s'est avéré que c'était en fait pas le maître Achan Buddhadasa qui était déjà très âgé, mais l'abbé du monastère Ajahn-Po. Et donc il m'a très très bien reçu, il parle un peu l'anglais, et je lui ai dit que je voulais découvrir le monastère, que je pensais rester 2-3 jours. Alors il m'a dit bon, mais qu'il allait s'occuper de moi et d'un autre étranger qui était arrivé aussi le matin même, un Américain, et qu'il allait nous donner un cours particulier de méditation. Donc pendant ces 3 jours, donc j'ai découvert ce monastère et tous les matins à 4 heures, j'avais rendez-vous donc avec mon autre ami là, avec Ajahn-Po pour le cours de méditation. En plus, dans la journée, il nous emmenait souvent visiter un peu la région. Nous avons visité un grand temple dans la région. Il nous a amenés un jour au bord de la mer, où il nous a laissé déjeuner dans un restaurant, nous avait mangé des crevettes. Enfin, il s'est beaucoup occupé de nous pendant ces 3 jours. Alors, donc, j'ai vraiment eu une très bonne impression de ce Wat Suan Mokkh. Et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est un endroit où il faut que je retourne. Et ensuite, je suis descendu à Phuket avec la Jeep. Et là, bien sûr, j'ai rencontré une ambiance tout à fait différente de celle du monastère, puisque Phuket est un des endroits les plus touristiques de la Thaïlande. Et donc là, je me suis retrouvé dans un hôtel plein de touristes suisses-allemands, avec enfin une ambiance qui était tout à fait pas du tout celle que j'avais connue dans le monastère. Bon, j'y suis pas resté longtemps. Et donc, je suis resté à Bangkok, retourné à Bangkok en avion. Et là, j'avais décidé donc d'explorer un peu certains pays d'Asie. Donc, je suis d'abord parti pour la Birmanie, qui est donc le pays limitrophe de la Thaïlande, où je suis resté 1 semaine, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas séjourner, les étrangers ne pouvaient pas séjourner en Birmanie plus d'1 semaine. Alors, je suis d'abord arrivé à Rangoon, la capitale, et alors ça, j'ai été très impressionné, parce qu'il n'y a pratiquement aucune voiture, et tous les gens marchent, il y avait des grandes foules de gens, ils marchent au milieu de la rue, puisqu'il n'y a pas de voiture. Et aussi, donc, la Birmanie, c'était une ancienne colonie anglaise, et donc, dans le centre de Rangoon, on voyait tous ces vieux immeubles de style anglais, qui étaient à moitié en ruine, complètement lézardés, enfin, qui tombaient en petits morceaux. Alors bon, j'ai découvert un peu la Birmanie. Après, je suis parti à Pagan. Pagan, c'est une ancienne ville dont il reste maintenant que des ruines. Et ces ruines, ce sont des stupas au milieu d'une grande plaine aride où il y a des centaines et des centaines de stupas. C'est très, très impressionnant. Donc, je suis resté là quelques jours. Et puis après, je suis allé à Mandalay, qui est un peu la capitale du nord de la Birmanie, et j'avais été très frappé aussi parce que c'est une ville où j'avais vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge. Il n'y avait pratiquement pas de voitures, les gens allaient à vélo ou à cheval, il y avait une ambiance tout à fait moyenâgeuse. Et alors il y a beaucoup de monuments, de temples, j'ai visité des tas de choses dans cette ville avant de revenir à Rangoon où j'ai encore fait une visite plus approfondie de la ville. Et donc la semaine arrivait à sa fin. Alors après la Birmanie, je suis parti pour le Népal, que je ne connaissais pas encore. C'est un pays qui m'attirait depuis longtemps. Et donc au Népal, j'ai d'abord visité Katmandou. Je suis resté donc plusieurs jours à Katmandou. J'ai d'ailleurs fait une petite retraite dans un centre bouddhiste tibétain. Parce qu'au Népal, il y a beaucoup de Tibétains exilés qui ont fui le Tibet après l'invasion chinoise et qui sont installés au Népal, qui ont construit notamment des monastères et qui vivent là. Et alors après, je suis allé à Pokhara, qui est une station un peu touristique du Népal au bord d'un lac, près de l'Annapurna. Et depuis là, j'ai fait plusieurs petites excursions dans les petites montagnes environnantes. Voilà, donc ça, c'était mon premier séjour au Népal. Et depuis là, je suis parti en Inde, je suis parti sur Delhi, où je suis resté plusieurs jours, et ensuite,
j'ai visité le Rajasthan. J'ai loué une voiture avec un chauffeur qui m'a conduit dans toutes les principales villes du Rajasthan. Et j'ai été émerveillé par ces villes, par le désert, enfin. Puis j'ai découvert un peu l'ambiance indienne que je connaissais pas encore, où il y a des moments d'émerveillement, où on tombe sur des choses merveilleuses, et des moments au contraire de grande souffrance, parce qu'on se rend compte que tout est très difficile, qu'on n'arrive rien à faire, que enfin, les choses peuvent être, se passent de toujours des extrêmes positifs aux extrêmes négatifs. Alors après le Rajasthan, je suis retourné à Delhi, j'ai visité plus à fond la ville de Delhi, la ville de New Delhi, et je suis allé aussi un petit peu dans les endroits environnants. J'ai visité notamment le Taj Mahal, qui m'a fait une très curieuse impression, parce qu'on dirait vraiment que c'est un monument tout à fait irréel, qui n'est pas vraiment dans notre monde matériel. Et même si, donc la vue, surtout quand on le regarde de loin, on dirait ce monument tout blanc, on dirait c'est comme une sorte de mirage. Quand on le voit de près, les détails d'architecture, ça j'ai été un petit peu moins impressionné. Et alors après, je suis allé à Bodh Gaya. Bodh Gaya, c'est là où le Bouddha a atteint son illumination. Et je suis allé à Varanasi, donc Bénarès, où je suis resté environ une semaine ou même plus. Et là, c'est peut-être l'endroit qui m'a le plus plu en Inde, cette ville au bord du Gange. Enfin, c'est quelque chose de très vivant, de très étonnant, qui m'a beaucoup plu. Et alors, à Sarnath, qui est une petite localité à l'extérieur de Bénarès, c'est l'endroit où le Bouddha avait donné ses premiers enseignements, il y a 2500 ans donc, et le Dalai Lama donnait des enseignements à Sarnath. Donc tous les matins, je me promenais dans Bénarès et l'après-midi, j'allais suivre les enseignements du Dalai Lama à Sarnath. Après, pour clôturer mon séjour en Inde, je suis allé à Calcutta, donc où j'ai vraiment vu la misère de Calcutta, des bidonvilles, les enfants pauvres et tout, et où j'ai rendu visite à Mère Teresa qui m'avait très bien reçu dans son monastère. Et ensuite, je suis retourné donc là, on était déjà à fin janvier. Je suis retourné en Thaïlande parce que je voulais faire justement la retraite de méditation dans le Wat Suan Mokkh qui dure 10 jours et qui est toujours au début de chaque mois. Donc c'était les 10 premiers jours de février. Donc j'ai fait cette retraite qui m'a vraiment enchanté et je me suis dit c'est vraiment un endroit où il faut que je revienne et peut-être c'est le moment que je quitte Tahiti pour venir m'installer en Thaïlande. Donc maintenant que je vois, je pense qu'après, je vais regarder encore exactement, donc après la retraite, donc depuis le milieu février jusqu'au mois d'avril, je suis retourné à Tahiti. Là, j'étais pas encore très sûr de ce que je voulais faire. Et à ce moment, pendant cette période-là, j'avais une exposition de peinture, donc j'ai fait mon exposition de peinture. J'avais une galerie qui s'occupait de me faire mes expositions à Tahiti. Ça marchait très bien, je vendais beaucoup de tableaux comme la plupart des peintres tahitiens à cette époque. Et donc j'ai passé jusqu'au mois d'avril et après je suis retourné en Thaïlande parce que je voulais retourner au Wat Suan Mokkh et faire la retraite au début du mois de mai. Donc je suis arrivé à Suan Mokkh, j'ai fait cette retraite et alors une chose un petit peu surprenante qui s'est passée, c'est que mon maître à Tahiti, Madame Poinçon, qui donnait les cours de zen et de yoga, donc quand j'étais revenu en février, je lui avais parlé de Suan Mokkh, je lui avais dit que c'était vraiment un endroit extraordinaire. Et puis justement, dans le mois d'avril, tout à coup, elle a disparu. Et puis voilà, je la retrouve à Suan Mokkh, où elle s'était déjà organisée pour donner des cours de yoga. Bon, le problème qu'elle avait pour suivre les retraites, c'est qu'elle ne comprenait pas l'anglais, ce qui posait peut-être aussi d'autres problèmes parce que personne parlait français là-bas, et donc elle avait un petit peu de difficulté à bien s'entendre avec
les moines, avec les autres personnes qui s'occupaient du monastère. Et alors à ce moment-là, comme on faisait là, cette retraite de méditation et je ne comprenais pas les enseignements, j'avais demandé si je pouvais passer 1 heure chaque après-midi à traduire à Madame Poinçon les cours qu'il y avait eu le matin ou qu'il y avait eu la veille. Ce qui normalement n'était pas possible parce que pendant les 10 jours, on est censé garder complètement le silence. Mais enfin, ça a été accepté, donc toutes les après-midi, je transmettais ces cours à Madame Poinçon. Alors après, à ce moment-là, j'ai décidé de rester à peu près 2 mois à Swenmook. Et alors on m'a donné ce qui s'appelle un kuti, c'est-à-dire c'est une petite maison située dans la forêt. Et cette petite maison avait 2 étages. Donc un petit étage en bas où j'avais une table avec une chaise et où il y avait... Donc c'est là que je me mettais pour écrire mon journal tous les jours. Mais dans cette salle de bain, il y avait énormément de moustiques, parce qu'il y a beaucoup de moustiques à Swenmook. Il n'y avait pas donc de moustiquaire. Donc je me faisais dévorer par les moustiques. Par contre, la chambre du haut, qui était la chambre où je dormais, là il y avait des moustiquaires. Et donc j'étais un peu protégé. Il n'y avait aucun meuble, donc je dormais par terre, couché sur une natte. Et donc j'avais ce petit kuti. Puis à l'extérieur du kuti, il y avait une petite salle de bain, une petite toilette plutôt. Pour prendre une douche, il fallait aller dans une douche qui était un petit peu plus loin. Mais enfin, j'aimais beaucoup mon petit kuti qui était au milieu de la forêt. Alors après, pendant ce séjour en Thaïlande, je suis allé aussi au Wat Khao Tham, qui est un autre monastère situé sur une île, sur l'île de Koh Phangan, où il y a un couple d'Australiens qui donnait aussi des retraites de méditation. Et j'avais fait donc aussi une retraite à cet endroit-là pendant mon séjour. Donc alors, c'est pendant ce séjour que j'ai vraiment décidé que j'allais quitter Tahiti. Et alors à la fin juin, parce que j'avais fait la retraite de mai, j'avais fait la retraite aussi début juin, puis après j'étais allé faire la retraite à Koh Phangan. Et ensuite j'étais retourné à Tahiti au début juillet. Et pendant juillet-août, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai mis toutes les vendus, donné tout ce que je pouvais. Et ce que je voulais garder, notamment mes livres, mes tableaux, ces choses comme ça, je les ai mis dans une grande caisse qui a été envoyée par bateau en France, où j'avais toujours ma maison de Musiège avec les affaires que je voulais garder. Et donc fin août, j'ai quitté Tahiti. Il y avait encore ma voiture que je n'étais pas arrivé à vendre, alors je l'ai laissée en dépôt dans un garage qui finalement l'a vendue, je crois, 2 mois plus tard. Alors quand je suis arrivé en France, quelques semaines après, il y a la caisse qui est arrivée, alors j'ai déballé les affaires, et puis je me suis un petit peu organisé pour mon départ, pour aller vivre en Thaïlande. Alors ce que j'avais décidé, c'est de pas, parce que moi, j'arrive toujours avec une petite valise dans mes nouveaux lieux de vie. Et puis après 3-4 ans, j'ai une maison qui est pleine de livres, pleine de choses, pleine de tableaux, pleine d'objets que j'ai accumulés. Donc là, je m'étais dit, je pars en Thaïlande juste avec une petite valise, plus j'avais une toute petite valise où j'avais mis mon matériel de peinture, puis une autre petite valise avec 2-3 habits, 2-3 effets personnels. Donc c'est ce que j'emmenais pour aller habiter en Thaïlande. Mais sur la route sur le chemin, disons, pour arriver, puisqu'on y va plutôt en avion, aller en Thaïlande, je me suis arrêté de nouveau en Inde d'abord. Donc je suis arrivé à Delhi et puis je voulais aller à McLeod, près de Dharamsala, là où habite le Dalai Lama. Et c'est un petit village situé dans la montagne, où il y a beaucoup de Tibétains qui habitent autour du palais du Dalai Lama. Il y a aussi des temples bouddhistes et il y a un institut d'études bouddhiques où des lamas enseignent tous les jours. Donc tous les matins, j'allais suivre des enseignements tibétains dans ce centre. Et l'après-midi, je faisais des grandes balades dans la montagne. Et là, c'était vraiment magnifique. On pouvait faire des balades magnifiques. C'est très, très beau. C'est au pied de l'Himalaya, c'est un endroit très beau. Donc je suis resté là 2 semaines, après je suis retourné à Delhi, et puis je suis parti pour Katmandou,
où je voulais faire une retraite tibétaine d'1 mois dans le monastère de Kopan, qui est un monastère qui est près de Katmandou, et où tous les mois de novembre, il y a une retraite tibétaine qui dure tout le mois de novembre. Donc j'ai fait cette retraite, je suis resté donc 1 mois dans ce monastère où j'ai appris beaucoup de choses sur le bouddhisme tibétain que je connaissais encore mal. Et donc à la fin de la retraite, je suis passé quelques jours à Katmandou et je suis parti pour Bangkok où j'avais l'intention de m'installer. Parce que mon idée, c'était de rester, d'être au début à Bangkok pour pouvoir étudier le thaïlandais dans une école que m'avaient recommandé les 2 maîtres australiens qui enseignaient le bouddhisme à Wat Khao Tam. Ils m'avaient dit c'est une nouvelle méthode où on apprend très rapidement la langue thaï et très facilement et tout ça. Je me suis dit bon, ben, je vais aller là, comme ça je vais apprendre le thaïlandais. Donc je suis arrivé à Bangkok où j'ai vécu, j'avais des amis dont le mari, j'avais joué au golf en France avec lui et il travaillait pour Nestlé et il avait un grand appartement à l'époque il y avait encore que 3-4 gratte-ciel à Bangkok. Et donc il m'avait logé pendant 1 semaine, à peu près, même pas, 3-4 jours, pendant lesquels j'ai cherché un appartement. Et en 2-3 jours, j'ai trouvé un appartement que j'ai loué. Et donc je me suis installé dans cet appartement. Et même 1 semaine après mon arrivée, j'étais déjà installé, je commençais à peindre, j'avais acheté un petit peu les choses dont j'avais besoin. Donc j'étais parti pour ma vie thaïlandaise. Voilà, donc ça, c'était la fin, donc c'était décembre 2018, c'était donc la fin de cette année de transition, cette année où j'ai passé de mon lieu de vie de Tahiti à mon nouveau lieu de vie de Bangkok, dont je parlerai plus en détail une autre fois. Très bien, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.